Le cercle RH, le débat d'actu du vendredi. On va bien sûr brosser l'actualité économique autour des questions d'emploi de RH. Alors évidemment, les chiffres sont formidables puisque la ministre Borne a indiqué plus d'1 million d'emplois qui ont été créés. C'est du jamais vu. La croissance, le PIB supérieur, annonce l'INSEE, puisqu'il était prévu par Bruno Le Maire à 6, il passera à 6,25, chiffre de l'INSEE, donc c'est un peu le juge de paix sur ces questions. L'économie est florissante. C'est vrai qu'on nous avait annoncé l'apocalypse et pour le coup, on a une économie qui repart très très fort avec une pénurie d'emplois, il faut le préciser, près de 500 000 postes, peut-être même 600 000 postes qui ne sont pas pourvus. Puis on parle des retraites. Tiens, ça c'est un sujet intéressant parce que dans cette année électorale, le président veut expliquer aux Français qu'il va réformer et il a décidé de parler des retraites. Sauf qu'au même moment, Jean Castex, vous l'avez entendu, a dit qu'il n'y aura pas de réforme. Donc il va falloir peut-être se mettre d'accord. Je vous présente mes invités sur ce débat. Olivia Copin, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes CEO de Just Business, qui est une société, une entreprise de conseil en transformation éthique. Exactement. Je ne dis pas de bêtises. C'est parfaitement pour accompagner les entrepreneurs à devenir plus éthiques, plus juste, plus éthique et plus tourné vers l'environnement. La finalité économique, sociale et environnementale. Voilà. C'est important. Stéphane Marchand est à vos côtés, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. On va voir la une de votre mensuel Pour l'Écho. Voilà. Sommes-nous vraiment nuls en économie ? Voilà une bonne question. Oui, on est à 6,25 de croissance, mais sur la base de quoi ? Comment on fait ? Ah oui, Stéphane. Ça, bien sûr, pour entrer dans les détails. Hein. Le diable s'y cache. Exactement. Attention à la communication. Cyril de Keral, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Powell Software. Oui. Comme son nom l'indique, c'est une entreprise de la tech. Oui. Vous embauchez en ce moment ou pas ? Oui, on embauche pas mal, oui, bien sûr. Oui. On embauche pas mal et dans tous les pays. Et bon, c'est vrai que c'est challenging en ce moment. C'est challenging, ça veut dire que vous le sentez chez vous, de l'intérieur, oui. Ça pousse. Oui, c'est difficile. En ce moment, il y a de la demande sur le marché de l'emploi. Je précise que vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Voilà. Juste un petit mot, tiens Cyril, puisqu'on est ensemble. Tous ces chiffres-là, est-ce qu'il y a 6 mois, vous aviez imaginé être sur un plateau de télévision avec 6,25 de croissance, 1 million, alors j'ai le chiffre, on va le voir, ce chiffre il est quand même très intéressant, 1 million, près d'1 million 10 000 emplois créés, c'est du jamais vu. C'est incroyable. Est-ce que vous auriez imaginé me dire, écoutez, c'est une rentrée de septembre comme jamais je l'avais imaginé ? Bon, je crois qu'on l'espérait, mais moi je me rappelle très bien de cet arrêt de l'économie un peu forcé en mars 2020. Quand même, ce qu'on disait aussi à l'époque, c'est vraiment intéressant. À l'époque, on disait les entreprises vont bien et l'économie va bien. C'est ce qu'on disait quand même. Hein. C'était qu'en fait, et donc en fait, on faisait le parallèle avec cette crise. Avec la crise de 2008, qui était une crise financière, etc., qui n'était pas un arrêt de l'économie décidé pour des raisons sanitaires. Et donc, en fait, les discussions, c'était, mais est-ce que derrière, à la sortie, on va repartir plus vite c'est le cas, là, on en 2008. Et en fait, oui, il y avait des personnes, notamment même au MEDEF, hein, ils disaient... Il est fort probable que la reprise soit bonne à la sortie. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand même. Hein. Nous qui ne sommes pas très bons en économie, c'est la une de... Ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la question que vous posez. Est-ce que certains évoquent déjà l'idée, à travers ces chiffres, qu'on est entré dans une sorte de 20 glorieuses ? On a parlé des 30 glorieuses, rappelons-nous, cette espèce de moment de l'économie où on a construit, développé, créé de la richesse. Certains disent, mais avec ces chiffres-là, c'est les 20 glorieuses. On a 20 ans devant nous d'une explosion économique, d'un développement économique. Est-ce que vous adhérez à cette idée, Stéphane ? Alors, c'est une théorie qui a cours. Hein. C'est que les années 20, les fameuses années 20 qui ont suivi la Première Guerre mondiale, c'est ce qui nous attend maintenant. C'est-à-dire un développement énorme à la fois de l'art, de la littérature, de la philosophie et aussi de l'innovation technologique. Et du krach boursier du 29. Et alors évidemment, à la fin des années 20, il y a un krach boursier et ensuite il y a une Deuxième Guerre mondiale. Donc bon, effectivement, ce sont des comparaisons qu'il faut prendre avec prudence. Mais c'est vrai que c'est très surprenant de voir les chiffres extraordinaires que l'on a aujourd'hui. 1 million de créations d'emplois, quand on sait que le gouvernement français a décidé, à juste titre d'ailleurs, de financer le chômage, c'est-à-dire financer l'emploi en avançant le chômage partiel. Donc le fait qu'il y ait en plus de ça, 1 million en plus, c'est tout à fait extraordinaire, au point qu'on a un tout petit peu du mal à y croire et on a envie d'entrer dans les détails de ce million d'emplois. Et puis deuxièmement, ces chiffres sur la croissance, quand on voit que les entreprises qui fabriquent cette croissance, sont-elles véritablement revenues à la normale ? Et ce que je veux dire par là, c'est que l'URSSAF
a-t-elle recommencé à prélever les cotisations sur les entreprises? Ils vont recommencer fin septembre. Alors à ce moment-là, la trésorerie affichée aujourd'hui par les entreprises françaises est une trésorerie complètement artificielle. Donc attendons un petit peu que l'URSSAF ait fait. Moi, je dirige une petite entreprise dont l'URSSAF n'a pas prélevé les cotisations depuis 18 mois. Donc elle affiche une trésorerie positive, la douloureuse totalement fictive. C'est ça. Donc il y a peut-être beaucoup d'entreprises dans ce cas-là. Attendons de voir. Ouais. Vous attendez l'addition quand même là, Stéphane, parce que c'est vrai que là, on a rasé gratis. C'est vrai que ça a été très utile pour les entreprises, mais la réalité revient au galop. L'URSSAF va tirer le rideau, comme on dit. Olivia Copin, précisons quand même, ce n'est pas dans votre champ d'investigation professionnelle, mais il y a aussi les PGE, les prêts garantis par l'État, qui représentent pour un certain nombre d'entreprises un surcoût. Là aussi, il va falloir qu'elles remboursent. Vous êtes dans l'euphorie, la joie absolue quand vous voyez ces chiffres, ou vous dites, attendez, restons calmes, soyons un peu plus modérés? Alors, effectivement, je ne suis pas économiste, mais les chiffres, ce n'est pas uniquement un outil économique, ça peut être un outil de communication. Et là, pour le coup, c'est plus mon domaine. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier, il y a énormément d'attention médiatique qui est amenée sur ces chiffres-là, la croissance, le nombre d'emplois. Alors, il faut voir, il faut démêler le faux du vrai, vraiment. C'est intéressant de s'intéresser, de voir ce qui se cache derrière ces chiffres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte de campagne présidentielle. Et donc, effectivement, on a beaucoup reproché au gouvernement le quoi qu'il en coûte. Et on est un des pays au monde qui a le plus supporté, qui a le plus aidé l'économie, les acteurs de l'économie à rester solides, à ne pas s'effondrer. Tout le monde le reconnaît. Quelque part, aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, évidemment, mais le fait que ces chiffres soient annoncés, ça permet de justifier aussi ce quoi qu'il en coûte et de montrer que ça a marché. Et c'est pas anodin. Ça, c'est la communicante qui parle. C'est vrai qu'il faut bien justifier la réussite. Sinon, autant d'argent dépensé, et si ça fait pchit, pour reprendre un mot de Chirac, c'est vrai que c'est pas bon en année présidentielle. Effectivement, il faut le reconnaître. En tout cas, c'est intéressant de voir que la lumière, sur le plan médiatique, on met énormément d'accent sur ces chiffres-là. Il y a l'emploi, il y a la croissance 6,25, c'est l'INSEE qui le dit, en général c'est le juge de paix. Il n'y a pas de débat, parce que parfois la croissance est un petit peu surélevée par le gouvernement, et puis l'INSEE en général tempère, là c'est l'inverse, 6,25, qu'il faut matiner aussi, parce qu'évidemment il faut tenir compte de la croissance de l'année précédente, qui était je crois de moins 8 de mémoire, donc il faut recalculer évidemment, c'est un excellent chiffre évidemment, mais il faut le matiner avec les moins 8. Juste un mot sur la pénurie d'emploi, je voudrais vous entendre. Là aussi, c'est une situation incroyable. 6 mois après qu'on nous ait annoncé des dépôts de bilan en cascade, des faillites qui n'ont pas eu lieu, là, on est dans une situation inverse. On nous dit, il y a pénurie, on ne trouve pas de salariés. Comment vous l'expliquez? Comment vous regardez ça aussi? C'est vrai, comme vous le dites, la vague de redressement qu'on nous a annoncée il y a 6 mois n'est pas arrivée. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose déjà dont on peut se réjouir tous, effectivement. Et vaut mieux manquer que... Il y a énormément d'explications. Effectivement, l'économie a été extrêmement soutenue. Et nous, on le voit en tout cas avec Just Business, il y a aussi énormément de nouveaux acteurs de l'économie. Des entreprises qui ont 3-4 ans et qui sont en train d'exploser parce qu'elles sont en phase avec la transition éthique, la transition environnementale, sociale. Et tout ça, c'est un nouveau champ économique parce que ça y est, maintenant, c'est plus juste de l'éthique et l'économie. Voilà, on y est. Et donc, du coup, moi, je le vois tous les jours avec les clients. Nouvelle génération d'entrepreneurs. Exactement. Stéphane Marchand. Alors, vous parlez de la pénurie d'emplois, mais globalement, on est entré dans une économie de pénurie générale. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Oui. Les emplois. Des semi-conducteurs, des matières premières. Aujourd'hui, si vous commandez une voiture, vous mettez 1 an à la recevoir. Un vélo. Parce qu'il y a un problème sur les microprocesseurs. Les vélos manquent. Il y a énormément de terres rares qui sont en fourniture limitée. Donc, c'est une économie de pénurie, ce qui peut assez rapidement devenir gênant. Parce qu'on peut être étranglé par la récession. On peut aussi être étranglé par l'enchaînement et l'escalade. Donc l'important c'est de piloter, et comme on a tendance à avoir une économie un tout petit peu en lean management, c'est-à-dire pas trop de stock, c'est la doctrine, pas trop de stock, ça veut dire que... Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, Cyril de Kéral, vous avez des pénuries, vous, dans votre domaine Quand vous appelez, je sais pas, l'Asie, parce que souvent on se fournit en Asie. C'est vrai que sur les ordinateurs, etc., en ce moment, c'est un peu difficile de se faire livrer. Mais ce matin, j'étais dans un rendez-vous avec Bruno Le Maire, et c'était intéressant, parce qu'en fait, le souci qu'a le gouvernement aujourd'hui, et ce sur quoi ils vont se mettre le focus dans les semaines qui viennent, c'est ça, c'est la pénurie des matériaux et l'emploi. L'emploi, parce qu'en fait, il se passe que finalement, on a année présidentielle, faut le dire quand même. Oui, mais c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on sent que l'économie peut être freinée
si on n'arrive pas à mettre des salariés dans les entreprises. Donc ça c'est une fenêtre qui est absolument extraordinaire, parce qu'en fait, celle-là, il ne faut pas la louper. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment ou jamais de mettre le maximum de jeunes dans les entreprises, d'inclure le maximum de gens dans l'économie, parce que là, en fait, on a peut-être une fenêtre qui ne se présente pas tout le temps. Quoi. Moi, je fais un petit cocorico, parce qu'on a quand même eu un jeune, une solution. Alors, la structure est partenaire de notre émission, mais juste, c'est important de signaler qu'on n'a jamais eu autant d'alternants et de gens qui passent du CFA à l'entreprise. Enfin, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Des années entières, on a dit, mais les Allemands sont leaders, on ne fera rien. Ça marche. Et là, du coup, on joint l'économie et l'image, parce que c'était des filières qui n'étaient pas assez valorisées. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, en fait, je crois qu'il y a 500 000 contrats d'apprentissage. 525, a dit Jean Castex. C'est plus 42% à Lyon. Par rapport à 2019. Voilà. Donc, c'est vraiment une réussite vraiment remarquable. Ce qui est intéressant dans ce que dit Cyril, Stéphane, c'est que le ministre, puisque vous l'avez rencontré ce matin, donc c'est une information chaude, ils ont peur d'être punis, finalement, de ne pas être récompensés de leur politique pour des éléments totalement exogènes, qui sont des tensions sur des marchés de matières premières. Ça serait un comble quand même, non ? Oui. De ne pas être récompensé parce que tout d'un coup on ne peut pas fournir l'industrie. C'est vrai que politiquement ils sont dans une situation qui a l'air très favorable à quelques mois de la présidentielle, mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise, elle peut mourir parce qu'elle n'a pas de commande, elle peut aussi mourir parce qu'elle n'a pas de charbon ou qu'elle n'a pas d'employés. Donc on pourrait imaginer qu'au fil des prochains mois, les tensions inverses de celles qui sont d'habitude manifestées se rognent sur l'optimisme. Donc après, nous, en tant que chef d'entreprise, quand on a trop de travail et qu'on n'arrive pas à fournir à la demande, pour nous, on dit toujours entre nous, c'est un bon problème quand même. Oui, on préfère ces problèmes-là. Oui, exactement. Voilà. Parler la bouche pleine, comme on dit, il vaut mieux effectivement avoir l'activité et peut-être même d'embaucher des CDD, de travailler et de s'organiser pour fournir. Basculons sur les retraites. Parce qu'en fait, il est un peu induit, le sujet des retraites. On nous dit, c'est un peu donnant-donnant, il va falloir travailler plus, on ne travaille pas assez. Vous avez vu que le patron du MEDEF et Bruno Le Maire, c'était à l'hippodrome de Longchamp la semaine dernière, à l'occasion de la REF, se sont dit tous les deux, oui, il faut travailler plus. Comment vous l'avez interprété, ça, Stéphane ? Parce que ça amorçait aussi l'idée qu'il fallait réformer les retraites. Moi, j'ai cru entendre qu'il fallait aussi réformer les 35 heures. Je ne sais pas. Alors, sur cette question des retraites, on a entendu cette semaine... Ah, vous répondez retraite, vous répondez pas... 35 heures, d'accord. Mais au-delà le problème des retraites, on a entendu le président qui a laissé entendre qu'il fallait réformer, le Premier ministre qui a laissé entendre qu'on n'allait pas réformer avant la présidentielle. Chiffon rouge. Donc, voilà, pourquoi ? Probablement parce qu'il faut avoir un bon rapport avec les syndicats, notamment avec la CFDT. Avant une élection, c'est bien connu, il ne faut pas se brouiller avec la CFDT au mauvais moment. Mais la raison claire, et notre conversation du début en témoigne, c'est qu'il y a besoin de plus de travail en France. On ne va pas faire partir à la retraite des gens qui ont des talents considérables sous prétexte que la loi dit qu'il faut partir. Donc, d'ailleurs, en fait, la vraie loi, c'est que vous ne pouvez pas mettre quelqu'un à la retraite d'office avant l'âge de 70 ans. C'est ça, la loi. Et quand on entend toujours le chiffre de 62 ans, celui qui marque les esprits, mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un à la retraite d'office avant 70 ans. S'il ne le souhaite pas. La personne dit, je reste dans l'entreprise, elle peut rester jusqu'à 70 ans. Exactement. Ouais. Donc, il faudrait mieux parler de ce chiffre de 70 ans, peut-être pour positiver et pour apprendre à l'avenir. L'avenir, c'est de travailler plus longtemps, bien sûr. Quand même, Cyril de Kéral et Olivia Copin, c'est quand même un débat sur le modèle, notre modèle, puisqu'en fait, aujourd'hui, le nombre d'actifs, alors peut-être que le chômage va baisser, que grâce à ces bons chiffres de l'économie, le chômage va baisser, donc on va avoir plus d'actifs, mais pour l'instant, c'est un actif, 2 pour un retraité, donc ça ne finance pas nos caisses. Donc il y a un problème de modèle quand même dans le système, on peut le prendre dans tous les sens. Oui, je crois qu'en Union européenne, actuellement, pour une personne de 65 ans, il y a 3 actifs. C'est ça, mais sauf que la France, on n'y est pas. En 2070, ce sera 1,8 actifs pour... voilà. Donc ça en fait, on voit bien que ça ne marche pas. On voit bien aussi que pour financer, on a quand même une dette qui est à 117% du PIB maintenant. Donc en fait, comment on va pouvoir financer cette dette ? Il va falloir qu'en fait, on travaille plus. C'est obligé. Sinon, on transfère au suivant et puis ça peut continuer longtemps comme ça. C'est intéressant que vous ameniez la dette dans le débat. Parce qu'en fait, cette dette, on l'a fait rouler et surtout, on la met beaucoup sous le tapis, cette dette. Je pense qu'un des points clés pour réduire la dette, c'est la croissance qui va nous aider puisque ça va créer des revenus. Mais derrière, ce qu'il faut aussi, c'est faire des réformes de structure. Donc la retraite, voilà, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Donc en fait, peut-être la pousser, travailler un peu plus, mettre plus de gens à l'emploi, puisqu'en fait, si on met 3 ans de plus de retraite, ça met plus de personnes qui vont produire et qui vont financer un petit peu. Le taux d'emploi est faible en France. Et c'est pareil pour l'emploi. L'emploi, c'est pareil. Là, on a une fenêtre, on en parlait tout à l'heure, extraordinaire pour mettre encore moins de personnes au chômage et plus de personnes au travail d'entreprise. Et là, ça peut avoir un effet
extrêmement bénéfique. Et tout ça, ça permet de réduire la dette. Olivia Copin, là, c'est la communicante, enfin celle qui s'intéresse au sujet de communication. On a titré retraite chiffon rouge. Ça dit quoi de la stratégie de communication? Parce qu'on a deux analyses. Soit le président veut réformer en moins de 6 mois un système qui est quand même un mastodonte, ou alors il fait de la com et il dit aux Français, regardez, jusqu'au bout, je vais réformer. Et finalement, il ne se passera rien. Oui, complètement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas tant le président Macron qui s'adresse aux Français, c'est le candidat Macron. C'est ça. Et donc, effectivement, c'est un sujet à la fois de com, mais aussi politique. C'est-à-dire qu'en s'attaquant aux sujets très économiques comme les retraites, qui est quand même la mère des réformes, il l'avait dit, ou l'assurance chômage qui va rentrer en vigueur apparemment le 1er octobre, Oui. il vient gratter un petit peu du côté de la droite, qui jusqu'ici s'est quand même prononcé sur des sujets de sécurité et d'immigration. Et puis, médiatiquement, il faut bien exister. Là, on est quand même dans un calendrier extrêmement chargé. Vous avez des annonces par rapport aux candidatures pour les présidentielles qui sont qui font partie de l'agenda médiatique. Dimanche, c'est Anne Hidalgo. Vous avez la sortie du livre d'Éric Zemmour qui va faire beaucoup de bruit. Donc, en fait, lui, il doit exister médiatiquement. Et donc en fait, il peut pas être le maître des horloges, mais il essaye d'être un peu le maître du jeu et pour imposer les débats. Et donc, oui, complètement, je reviens à ce que vous disiez, c'est une stratégie de com. C'est la com. Stéphane Marchand, quoi qu'il arrive, même si le président Macron n'arrive pas, ou le candidat Macron n'arrive pas à réformer, il va falloir la mettre sur la table, cette réforme des retraites. Il y a des sujets qui sont posés, qui avaient été posés par Édouard Philippe, les régimes spéciaux. Il faudra y toucher à ces régimes spéciaux. Ces salariés qui ont un régime spécial. L'écart entre le public et le privé dans l'âge de départ à la retraite. Il faudra y toucher de toute façon. Oui, enfin, à une époque, on disait que la réforme de retraite, c'est la mère de toutes les réformes. Elle permettra, si on la fait bien, d'économiser 4% du PIB, quelque chose de gigantesque. J'ai l'impression que la tension retombe un peu. On est peut-être dans le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est si important? C'est une autre séquence. On entend ces jours-ci des théories du genre la génération qui suit la génération du baby-boom est moins importante, moins nombreuse, et par conséquent, le problème des retraites peut peut-être se résoudre de lui-même, etc. Bon, mais au fond, revenons toujours à ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que la France travaille plus. C'est à la fois important pour que l'économie prospère, et c'est important pour que les gens soient occupés. Enfin, dire, si l'espérance de vie gagne 10 ans, on ne va pas travailler le même temps. Donc, c'est ça qui compte, en fait. Et ce que en bonne santé, il y a un débat sur la bonne santé. Ce que vient de faire le président, c'est une opération de communication, effectivement, mais qui n'est pas idiote. Il a envoyé un message de droite, non aux régimes spéciaux, mais on n'y touche pas maintenant. Un message à gauche, 1 000 € minimum pour une retraite au SMIC, pour une vie au SMIC. Et puis, il estime que ça suffit aux 1 000 €, hein, c'est un petit envoyer le message qu'il voulait envoyer. Donc peut-être que c'est une nouvelle étape de la communication politique. Vous dites ce que vous auriez peut-être pu faire et ça remplace ce que vous faites. En tout cas, le quinquennat était très ça s'appelle de la fumée. Voilà. Mais en tout cas, je pense que là où je rejoins votre propos, c'est qu'il veut de toute façon se connecter à l'ADN fondateur de son parti, qui est la réforme. Voilà, On réforme. On transforme. Et c'est vrai qu'il a été un peu empêché dans la transformation pour les sujets qu'on connaît. Il y a eu des grèves, il y a eu les gilets jaunes, et puis il y a eu la crise Covid. Ouais. Cyril Kéral, juste un mot. Il y a la petite cagnotte, vous ne l'avez pas évoqué. Je ne sais pas si Bruno Le Maire vous a parlé des retraites. Vous avez évoqué le sujet des retraites avec lui tout à l'heure Enfin, juste dans les termes. Ou mezza voce, peut-être. Le fait que, de toute façon, il va falloir travailler plus, quoi. Donc après, derrière, c'est vrai que... Pour tout le monde, excusez-moi, parce qu'il y a quand même un débat pour ceux qui nous regardent. Il y a des entrepreneurs là dans le BTP qui peut-être nous regardent là en ce moment et qui disent bon, d'accord, mais moi j'ai quand même une centaine de salariés qui ont 56 ans et qui sont sur les chantiers. Moi, ils me disent qu'ils sont brisés, cassés. Comment on réinvente ça entre ceux qui sont dans le service, le tertiaire, et puis ceux qui sont quand même en souffrance au travail, non? Enfin, comment on fait là? Dire que tout le monde travaille plus, si vous voulez, c'est facile à dire et très difficile à faire. Oui, mais en fait aussi, c'est vrai qu'il y a ces cas-là, des gens qui travaillent avec des métiers où il y a pas mal de pénibilité. Mais quand même, on voit aussi, on voit que notre espérance de vie à 62 ou à 63 ans, elle est quand même assez élevée. Donc en fait, voilà. Et puis certains, comme le disait Stéphane, il y en a qui ont envie de continuer à travailler aussi. Donc en fait, je crois pas que ce soit un gros problème. On touche aux régimes spéciaux ou pas? Parce qu'il y a les régimes spéciaux il y en a encore une quarantaine, ça a été réformé depuis quelques années, mais il en reste pas mal. Et puis il y a aussi l'écart entre le privé et le public. Est-ce qu'on réaligne tout ça? Est-ce que pour des questions de justice et d'équité, vous dites qu'il faut réaligner? Moi, je pense qu'on va y aller. Et justement, c'est pour ça. Et justement, c'est pour ça qu'en fait,
moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ne le fasse pas tout de suite, mais qu'on le fasse après l'élection présidentielle, parce que je pense que cette réforme des retraites, elle est vraiment fondamentale pour le pays. Il faut qu'on la réussisse bien, et c'est peut-être mieux de la faire juste après les élections présidentielles, avec une équipe dynamique, qui sera très légitime et qui du coup aura la possibilité de faire cette réforme qui est importante. Donc et on n'est peut-être pas à 6 mois près sur ce sujet-là. Il y avait la réforme du grand-père, la clause du grand-père d'Édouard Philippe qui disait que dans les régimes spéciaux, entreprises publiques ou parapubliques, c'était seulement ceux qui entraient dans l'entreprise qui bénéficiaient d'un nouveau statut sur les retraites, et tous ceux qui étaient dans l'entreprise, qui semblait assez juste, bénéficiaient du statut pour lequel ils avaient signé le contrat. C'était plutôt une bonne idée. Je ne sais pas si ça sera repris. Je vous ai coupé la parole, Olivier. Non, en tout cas, j'allais dire que concernant les régimes spéciaux, la majorité des Français sont quand même pour la suppression. Donc effectivement, je pense que... L'équité. Au moins l'équité, voilà. Mais je pense que tout le monde sait que la réforme ne se fera pas avant la présidentielle, mais le sujet doit exister médiatiquement, pour des raisons politiques. C'est de la fumée, a dit Stéphane Marchand. Enfin, c'est moi qui l'ai dit. Stratégie, mais... Il y a pas mal de fumée autour de ce sujet. Un petit mot avant de nous quitter sur la cagnotte. Vous avez vu qu'il y a une cagnotte parce que l'économie va si bien qu'on va dégager finalement plus de TVA, plus d'impôts sur les sociétés. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette cagnotte? C'est forcément, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'espère que ça va. Elle est déjà dépensée, dit-on déjà. Ouais, j'espère que ça va être pris pour rembourser la dette et puis pour diminuer l'endettement de l'État. J'espère que c'est là que ça va être utilisé, ou en tout cas de faire levier sur des opérations qui vont permettre de réduire cette dette. C'est ça qui est important. D'accord. Il n'y a pas de cagnotte dans un pays qui a un déficit à 60%, une dette à 120%. Donc non, il n'y a pas de cagnotte. Il n'y a pas de cagnotte. Non, elle va juste servir à légèrement éponger, parce que vu le montant, il faut rappeler quand même que la dette Covid, rien que la dette Covid, c'est près de plus de 400 milliards d'euros. Et ça vient s'additionner évidemment notre dette structurelle. Une cagnotte, c'est vraiment signe de très bonne santé de notre économie, mais enfin, elle est absorbée immédiatement, cette dette. Oui, je pense qu'encore une fois, le cagnotte, c'est peut-être un élément de langage qui c'est très journalistique. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est bien la première fois. Si on nous dit qu'il y a trop d'argent, ça serait bien quand même assez inédit, effectivement, au regard de la dette. Et pourquoi pas aussi toute la transition quand même économique qui nous attend sur le plan environnemental. 30 milliards qui vont arriver. Voilà, donc du coup, mais c'est vrai que le wording est assez intéressant en tout cas. D'ailleurs, il y a un paradoxe, Stéphane Marchand, avant de nous quitter. Je ne sais pas si vous l'avez traité ou vous le traitez, mais cet écart entre l'idée de toujours consommer plus et ceux qui disent, mais attention, on consomme plus, on abîme la planète. Enfin, c'est un peu le débat qui est posé dans tous les cénacles, les institutions écologiques, et pas d'écologistes. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un peu le paradoxe. Les chiffres sont très bons, puis au même moment, on nous dit, mais attention, on abîme aussi la planète en surproduisant. Oui, c'est vrai, il faut pas être des obsédés de la croissance. Et oui. Parce que la croissance a des retombées négatives. Sauf si on invente, ce qui à mon avis est une lubie totale, ce qu'on appelle la croissance verte, mais qui est une contradiction dans les termes. Non, il faut s'installer dans une philosophie où on consomme moins, on investit moins, on fabrique moins. Voilà, il faut s'installer dans cette philosophie. Et on recycle plus, on fait tourner. Sans devenir des Khmers verts, mais il faut... Il y a l'encyclique du pape, je m'autorise à... Laudato Si, qui quand même va très très loin. Si vous êtes entrepreneur et dirigeant chrétien, il va très loin sur la frugalité, sur l'idée qu'on doit aborder et regarder notre économie différemment. C'est vrai. Voilà, mais le message principal, c'est préserver la maison commune. Et c'est vrai que de toute façon, on voit cette dynamique autour de nous aujourd'hui. Il y a vraiment... ces prises de conscience. Est-ce que quand j'achète quelque chose, quand j'achète un appareil électroménager, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne le rachète pas d'occasion parce que je sais que je vais le garder qu'un an, parce que je déménage après, etc. Donc c'est un rapport à la consommation est en train d'arriver. Et donc ça, c'est non, mais vous concédez qu'on est dans des grands écarts un peu comme ça philosophiques entre l'idée que la croissance va bien et que plus on crée de la croissance, plus on produit. Et au même moment, on nous dit attention, vous allez abîmer la planète. Donc on est un peu écartelé quand même là. Oui, mais sauf que la nouvelle génération, ceux-là, ils ne sont pas prêts à faire de compromis là-dessus. C'est vrai. Et donc, c'est eux l'avenir, c'est eux qui sont aujourd'hui, qui arrivent sur le marché du travail. Compris différemment. Et ça peut vraiment tout bousculer. Olivia Copin. C'est déjà la nôtre, en fait. Oui, on est déjà dedans. Oui, je pense qu'en fait, on parlait de croissance verte. Moi, pour le coup, j'y crois quand même. Parce on voit bien aujourd'hui que les produits qui marchent, qui se vendent, ce sont des produits qui sont bien fabriqués, qui sont parfois fabriqués localement, qui sont dans le respect des droits
Donc du coup, je pense qu'il y a quand même un vrai mouvement, une vraie vague de fond. Alors après, évidemment, la croissance verte, c'est un terme qui a été utilisé pour plein de... Voilà, il faut aussi rester... En tout cas, il y a un enjeu économique. Il y a un enjeu marché économique énorme. Et je pense qu'entre dire que il faut consommer zéro, ça va être compliqué à atteindre, mais en tout cas, mieux consommer, ça, pour le coup, aujourd'hui, c'est... De la décroissance un peu radicale à une autre manière de consommer. Merci d'être venu sur le plateau. Stéphane Marchand, votre une du magazine Pour l'Écho, vous en êtes le rédacteur en chef, on va le voir. Sommes-nous vraiment nuls en économie ? On est nuls en économie ? Les Français ne sont pas très bons en économie, mais ils ne sont franchement pas les seuls. Hein. D'accord. Franchement, pas les seuls. On est rassuré. Oui. Voilà. On se sent moins mauvais quand on est entouré de pas très bons, quoi. Mais les Japonais sont meilleurs que nous. Les Japonais sont Les Allemands sont meilleurs que nous. Bah, qui n'est pas très bon alors ? Italien, pays du Sud ? Les Italiens, les pays du Sud ont tendance à effectivement noyer un petit peu les réalités économiques sous les affirmations politiques, par goût de l'esthétique, par goût de l'histoire. Bah oui. Et il y a d'autres peuples qui sont plus pragmatiques, qui savent tenir un budget. Ouais, le sophisme des peuples du Sud, en fait, c'est ça, c'est la langue qui remplace le chiffre. Merci Stéphane d'être venu sur le plateau, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Olivia Copin, merci. Vous êtes CEO de Just Business. Moi, je ne savais pas si je devais le dire en français. Just Business. Merci d'être venu nous rendre visite. Cyril de Kéral, CEO de Powell Software et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'était un plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour rester un peu global entre la résilience du début de l'émission et le burn-out. Eh bien, Amélie Favre-Guittet s'interroge, est-ce que lorsqu'on a traversé un burn-out, on doit l'annoncer à son recruteur ? Ça, c'est une question taboue. Et j'imagine que ce sujet-là est un sujet sensible. On doit évidemment s'y prendre à deux fois pour savoir si on le dit ou pas. Amélie nous rejoint.